Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h18 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Et on l'a appris hier, c'est non pour Microtechnica. Olivier Andriès, bonjour. Vous êtes le directeur général de Safran. Vous souhaitiez racheter cet équipementier qui fabrique des commandes de vol en Italie à l'américain Collins Aerospace. Opération à 1,8 milliard d'euros. Ça devait être la plus grosse acquisition depuis Zodiac Aerospace. C'était en 2018. C'est non parce que le gouvernement italien a mis son veto. Qu'est-ce que vous dites de ce non? C'est quoi votre réaction au lendemain de cette nouvelle? Alors effectivement, on avait trouvé un accord avec le groupe Collins Aerospace, qui est un groupe américain, pour racheter leur activité commande de vol. C'est une activité critique, d'équipement critique pour les avions. Et c'est une activité qui était à la fois implantée au Royaume-Uni, en France et en Italie. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons été totalement surpris, effectivement, d'apprendre le blocage italien sur le rachat des actifs italiens qui faisaient partie de cette transaction globale et qui représentent à peu près 15% de la transaction globale. Mais alors, comment on peut expliquer qu'un allié de la France, le gouvernement italien, invoque des questions de sécurité nationale pour interdire un industriel français d'acheter cette activité? Alors pour être très clair, on a été stupéfait. Donc évidemment, on a lu avec attention le décret tel qu'il a été signé par la première ministre italienne. Et donc effectivement, la conclusion, c'est que l'acquisition par Safran de cette activité en Italie représente, je cite, une menace exceptionnelle pour la sécurité nationale italienne. Donc effectivement, on est très surpris. À la lecture du décret, on s'aperçoit également qu'il y a eu une concertation entre l'Allemagne et l'Italie pour bloquer cette opération. Alors l'argument qui est évoqué, c'est que cette partie italienne des actifs que nous comptons racheter, cette partie italienne fournit des commandes de vol à l'Eurofighter. L'avion de combat européen. L'avion de combat européen qui est le concurrent du Rafale. Et donc l'argument qui est invoqué, c'est que précisément parce que nous sommes fournisseurs du Rafale, si nous rachetons cette activité, nous pourrions potentiellement être en situation de ne pas vouloir livrer les pièces de rechange nécessaires pour l'Eurofighter. C'est l'argument qui est évoqué. Donc vous voyez, c'est un procès d'intention qui nous est fait sur le fait qu'en rachetant cette activité, nous pourrions ne pas vouloir livrer les pièces de rechange nécessaires à l'armée de l'air allemande et à l'armée de l'air italienne. Ce qui est ironique dans l'affaire, c'est que nous sommes déjà fournisseurs de l'Eurofighter. À travers nos activités au Royaume-Uni, nous fournissons déjà les trains d'atterrissage de l'Eurofighter. Donc vous voyez, c'est assez ironique quelque part. Comme argument qui est évoqué. Mais quelle est la suite? On sait que les ministres de l'économie italiens et français doivent se parler dans les prochaines heures. Est-ce que vous pouvez racheter sans les activités italiennes? Est-ce que vous pensez que ça va se débloquer? Quelle est la suite? Alors, le fait que le décret soit paru, alors même qu'il n'y a pas eu de dialogue préalable avec nous. Vous savez, quand un État, dans le cadre d'un processus d'autorisation, a des préoccupations, il émet ses préoccupations, il y a un dialogue qui s'ouvre et à ce moment-là, l'industriel peut répondre à ses préoccupations en tentant de rassurer. Et donc, nous aurions été tout à fait prêts à ouvrir un dialogue avec l'Italie sur ce sujet pour les rassurer. Mais il n'y a eu aucune volonté de dialogue puisque le décret est sorti comme un coup près. Donc, ça veut dire quand même que la position est assez fermée. Le décret a déjà été signé par Madame Meloni, donc la position italienne est assez fermée. Alors à partir de là, on est en train de regarder toutes les options qui s'ouvrent à nous, évidemment. On reste très engagé sur cette opération qui avait quand même un sens pour nous. Et donc on est en train de discuter avec toutes les parties prenantes et notamment le vendeur sur la suite à donner. Alors vous avez raison, c'est un argument qui est un peu curieux parce que cette entreprise italienne, elle fabrique par ailleurs aussi pour le F-35 américain, l'avion de combat américain, qui est un concurrent de l'Eurofighter. Donc bon, l'argument est bizarre alors qu'il ne s'applique pas aux Américains. Mais alors justement... C'est ça qui est étonnant avec la position italienne, c'est que visiblement ça ne gênait pas ni l'Italie ni l'Allemagne, que le propriétaire actuel de cette activité qui est en Italie, il y a 3 sites en Italie, soit également le partenaire majeur de Lockheed Martin sur le F-35. Donc il y a deux quand même usual suspects. Il y a les Allemands,
parce qu'effectivement, ils ne veulent peut-être pas que les Français mettent leur nez dans l'Eurofighter et ça augure mal de la suite. Le SCAF, l'avion de combat du futur. L'autre, je le suspecte, ce sont les Américains. Peut-être que les Américains n'avaient pas envie que vous mettiez la main sur une entreprise qui produit aussi pour le F-35. Moi je regarde clairement ce qui s'est passé, ce qui se passe et les arguments qui sont invoqués dans le décret. Donc ce que je vois en lisant le décret, c'est la concertation qu'il y a eu entre l'Italie et l'Allemagne. Le Royaume-Uni n'est pas évoqué, alors que le Royaume-Uni est également un partenaire de l'Eurofighter. Nous sommes d'ailleurs implantés au Royaume-Uni, et c'est au Royaume-Uni qu'on fait les trains d'atterrissage de l'Eurofighter. Non, le Royaume-Uni n'est pas cité, n'est pas nommément cité, les États-Unis non plus. J'ai aucune raison de suspecter quoi que ce soit. Ce que je constate, à la lecture du décret, c'est qu'il y a eu une concertation entre l'Allemagne et l'Italie, et que l'Allemagne a évoqué cet argument que si nous rachetions cette activité, nous pourrions être en situation de ne pas vouloir livrer les pièces de rechange nécessaires, ce qui est antinomique d'ailleurs avec notre position d'équipementier. Regardez, dans le civil, nous sommes un fournisseur de moteurs à la fois pour Airbus et pour Boeing. C'est un petit peu le modèle d'affaires des équipementiers et des motoristes tels que nous, de fournir l'ensemble des plateformistes et des avionneurs du monde entier. Donc, être fournisseur du Rafale, être fournisseur de l'Eurofighter à travers des activités qu'on a dans d'autres pays européens, c'est un modèle d'affaires qui est logique pour un équipementier tel que nous. Et vous continuez pendant ce temps-là à enchaîner les commandes, puisque vous annonciez la semaine dernière au salon à Dubaï une commande avec Emirates d'1,2 milliard d'euros pour des sièges. On voit des commandes, mais s'enchaîner, on ne sait plus où donner de la tête. Est-ce que vous arrivez à suivre? On voit à quel point Airbus a du mal à même fabriquer les avions. Est-ce que du côté des équipements, les cadences suivent? Alors on est dans une situation, vous avez raison de le souligner, totalement paradoxale quelque part, avec une demande qui n'a jamais été aussi forte. Le trafic aérien est revenu à son niveau d'avant-crise. La demande est très forte dans le domaine des avions moyens courriers. D'ailleurs, Airbus avait remporté des commandes très importantes au salon de Dubaï il y a 2 ans. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les commandes sont également très très importantes sur le domaine des avions long courriers. Donc la demande est très forte. Le salon de Dubaï a été un bouquet de commandes avec cette méga commande d'Emirates sur des Boeing 777, mais également d'autres commandes très importantes à la fois sur des avions long courrier et moyen courrier. Donc la demande est très forte. Et en même temps, on n'a jamais été dans une situation sur la chaîne de fournisseurs, et que ça touche l'ensemble de l'industrie aéronautique, qui a été aussi difficile. On a un choc d'offres qui a suivi le choc de la demande en 2019-2020, avec la pandémie, choc de la demande. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un choc d'offres qui a été exacerbé par notamment la situation géopolitique et notamment l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a créé un choc inflationniste important et un choc sur l'ensemble des matières premières. Donc effectivement, l'ensemble de la chaîne de fournisseurs, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, a du mal à suivre la montée en cadence. Alors on le voit, Olivier Andriès, vous êtes donc sur les équipements militaires, vous êtes sur les équipements d'aménagement des avions et donc sur les moteurs. Et c'est sur les moteurs peut-être que l'enjeu le plus crucial pour l'industrie aéronautique. Est-ce qu'on va arriver à faire suffisamment de moteurs pour cette demande mondiale qui flambe? On a vu les déboires de certains de vos concurrents comme Pratt & Whitney. Vous êtes en concurrence avec eux sur les moteurs d'avion, notamment avec celui que vous faites avec General Electric. Est-ce que vous allez arriver quand même à fournir à Airbus? On était avec Guillaume Faury il y a quelques mois, qui se plaignait un peu des fournisseurs, y compris des motoristes. Est-ce que vous allez arriver à fournir Airbus et Boeing en moteur et en équipement technique? Alors c'est un challenge permanent. À l'heure où l'on parle, les moteurs ne sont pas, comme on dit, sur le chemin menant de la montée en cadence. Donc vous n'êtes pas, vous n'êtes pas le maillon faible de l'industrie. On n'est pas le maillon faible de l'industrie. On a un problème général sur l'ensemble de l'industrie qui nous touche aussi, qui porte beaucoup sur l'amont, c'est-à-dire les matières premières, les forgerons, les fondeurs. Ouais. Et donc c'est difficile et c'est une bataille de tous les jours. Alors, il ne s'agit pas simplement il s'agit quand même de suivre une montée en cadence qui est très très forte, à la fois pour nous, chez Airbus et chez Boeing. Nous sommes, je vous le rappelle, on est le fournisseur des moteurs du Boeing
737 MAX en simple source. Et on est également l'un des 2 fournisseurs de moteurs de l'Airbus A320 Neo avec une part de marché qui est supérieure à 50% chez Airbus. Et donc l'enjeu pour nous, c'est de suivre la montée en cadence non seulement d'Airbus, mais également de Boeing. Un mot parce qu'il nous reste 1 minute de gestion des ressources humaines chez Alstom. Henri Poupart-Lafarge est désormais encadré par 2 anciens cadres de Safran, Bernard Delpy et Philippe Petit-Colin. Alors, je ne vais pas vous demander de commenter ce qui se passe chez Alstom, mais par contre, est-ce que vous assumez d'être chez Safran une sorte de pépinière de talent pour Alstom? Absolument, c'est ce qu'on assume d'être une pépinière de talent. C'est le modèle en fait. C'est le modèle de construction des talents au sein de. C'est un modèle de construction des talents au sein de Safran. On a des personnes, faut les garder aussi les talents. On a des personnes qui sont formidables et effectivement on construit des carrières dans Safran en confrontant nos meilleurs cadres dans différents métiers, sur différentes zones géographiques, dans différentes fonctions et sur différents produits. Et donc, on construit ces carrières. Et effectivement, c'est un honneur et un plaisir de voir qu'effectivement, on puisse irriguer, pourquoi pas, d'autres industriels. Donc, c'est un honneur. Bon, vous avez encore beaucoup de ressources. Grand plaisir. 90 000 salariés, donc ça va. Et objectif, toujours 23 milliards d'euros de chiffre d'affaires cette année ? 23 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Absolument. Merci beaucoup, Olivier Andriès, directeur général de Safran, d'avoir été notre invité.